Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo. Ravi de vous retrouver pour un tour d'horizon de l'actualité dans le département. Tout de suite, les titres de ce vendredi 15 février. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des cancers pédiatriques. Il touche 2550 enfants par an. Reportage à suivre au sein du service pédiatrique du centre hospitalier de Versailles. Et le cancer, première cause de décès par maladie chez l'enfant. Plus de précisions avec notre invité Jean-Pierre Lehaut de la Ligue contre le cancer des Yvelines. Et puis, comme chaque vendredi, coup d'œil sur l'actualité de la semaine, mobilisation des professeurs, nuit des métiers ou encore zoom sur l'épilepsie, un mal invisible avec peu de prise en charge dans le département. Aujourd'hui, vendredi 15 février, journée internationale du cancer de l'enfant. C'est la première cause de décès par maladie et le deuxième facteur de mortalité après les accidents en France et en Europe. Immersion au sein du service pédiatrique du centre hospitalier de Versailles. 2550 cancers sont diagnostiqués chez les enfants et adolescents chaque année en France. Le docteur Sylvie Natanson est la chef du service pédiatrique situé au 7e étage du centre hospitalier de Versailles. T'as passé une bonne semaine? Oui. Est-ce que tu as des choses particulières à me raconter depuis la semaine dernière? Est-ce que tu as été malade? Est-ce qu'il y a eu des choses? Non? Rien de spécial? Pas de fièvre? Non. Toi, t'as pas eu la grippe? Non. À l'âge de 4 ans, Géraud a perdu la vue. Suite à un IRM, le diagnostic tombe. Géraud a une tumeur cérébrale, un gliome des nerfs optiques. Tu respires fort. Parfait. Tu dis ah. Ok. Il a eu plusieurs cycles de chimio sur un an, enfin même 2 ans la première fois. Et il a été opéré déjà 2 fois à Necker. Et il est suivi tous les 3 mois, il a une IRM. Et en fonction de l'évolution de la tumeur, on décide de reprendre une chimio ou pas. Aujourd'hui, Géraud suit une chimiothérapie qu'il continuera jusqu'en novembre 2019. À seulement 10 ans, le petit garçon est très lucide sur sa situation. Parfois, j'ai plusieurs rendez-vous par semaine, mais sinon, j'y vais au moins une fois par semaine. On m'injecte une chimio, je respire... Et je pense à quelque chose que j'aime bien. Malgré la maladie, Géraud a des occupations d'un enfant de son âge. En fait, c'est comme les dominos, mais il faut par exemple qu'il y ait 2 couleurs communes qui se touchent. Et ce n'est pas facile. Le cancer de Géraud, une lutte quotidienne depuis plusieurs années qui a provoqué un véritable chamboulement pour ses proches, notamment dans la vie professionnelle de sa mère. C'est un peu le ciel qui nous tombe sur la tête. Le quotidien, c'est vivre avec un enfant qui est hospitalisé très régulièrement, avec beaucoup de rendez-vous. Donc voilà, je ne travaille pas, je m'occupe de mes enfants et ça me permet d'être disponible pour Géraud dès qu'il a besoin. Le service pédiatrique du centre hospitalier de Versailles prend en charge une vingtaine d'enfants pour des cancers. 6 à 8 jeunes sont reçus par jour pour des soins en ambulatoire. Ils sont suivis en partenariat avec les services de cancérologie pédiatrique parisiens. Alors le premier type de cancer le plus fréquent, ce sont les leucémies d'enfants. Ce sont les cancers du sang, des anomalies des cellules sanguines qui prolifèrent. Donc ça, c'est le premier type de cancer chez l'enfant. Dans ce service pédiatrique, fresques murales, animaux, avec comme but faire oublier la maladie aux enfants, car les cancers pédiatriques se développent plus rapidement que chez les adultes. Le combat continue pour les médecins, familles et enfants. Et chaque année en France, plus de 2550 cancers sont diagnostiqués chez les enfants et adolescents, selon les derniers chiffres de l'Institut national du cancer. Parmi eux, 500 enfants ne pourront être soignés. Jean-Pierre Lehaut, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'administrateur de la Ligue contre le cancer des Yvelines. Aujourd'hui, journée internationale des cancers pédiatriques. Pouvez-vous nous rappeler les différents cancers de l'enfant ? Alors les différents cancers de l'enfant, on les subdivise en 2. Les enfants de 0
jusqu'à 14 ans. Et ensuite, il y a le cancer de l'adolescent qui va on va dire, de 15 à 17 ans. Les différents cancers, donc on retrouve les leucémies qui sont les plus fréquentes, avec 29% si vous voulez des cancers. Dans ces cancers de leucémiques, si vous voulez, 80% sont des lymphoblastiques. Alors c'est peut-être un terme un peu barbare, si vous voulez. Les cellules souches fabriquent deux catégories, les lymphocytes et les myélocytes. Les myélocytes, ce sont eux qui vont fabriquer, si vous voulez, les hématies pour le sang, les globules rouges, donc autrement dit, les plaquettes et les monocytes. Par contre, les lymphocytes sont celles les blastes. Donc ça fournit à chaque fois des blastes. Ce sont des cellules qui ne sont pas matures et qui ne deviendront jamais matures et qui là vont dérégler le système. Et ces lymphocytes fabriquent justement les leucocytes pour la défense immunitaire normalement. Et là, il y a un hiatus puisque ça ne se fait plus. La deuxième cause des cancers, c'est les cancers du système nerveux central. Alors là, c'est grosso modo, si d'un côté c'était les cellules osseuses, là on rentre dans la moelle épinière. Et la moelle épinière, et grosso modo, c'est, on va dire aussi 25% des cas de cancer. Et le troisième cas, ce sont les lymphomes. Il faut savoir que dans ce domaine-là, si vous voulez, à 1 an de survie, on est grosso modo à 90%, et à 5 ans, on touche les 82,5% de rémission. Parce qu'en cancer, on parle toujours de rémission, on ne parle jamais de guérison. Pour les adolescents, c'est de 15 à 17 ans, et là, on retrouve le même genre de cancer, mais totalement différent. C'est-à-dire que les premiers cancers qui sont diagnostiqués, ce sont des cancers du lymphome. Ensuite, on retrouve le système nerveux central. Et puis, en troisième partie, toujours pareil, les leucémies, où là, il y a seulement 63% de lymphoblastie. Et on connaît encore très mal les causes des cancers pédiatriques, les facteurs favorisant traditionnellement les cancers chez l'adulte, comme l'alcool, la cigarette. Mais on ne peut pas dire que, ça ne peut pas s'appliquer aux enfants. Donc les cancers de l'enfant sont-ils génétiques ou dus à l'environnement? Alors ce que l'on sait aujourd'hui, si vous voulez, puisque les 3/4 des cancers, si vous voulez, de l'enfant apparaissent avant 5 ans. Donc, autrement dit, ça veut dire que ça se passe au niveau du fœtus, où il y a certainement un dérèglement chromosomique. Et on parle souvent des cancers de l'adulte et moins des enfants. L'association Imagine for Margot a lancé pendant tout le mois de février une campagne nationale de sensibilisation à la cause du cancer des enfants, avec comme parrain le chanteur Mika. Vous pouvez voir ces photos. Pour les enfants, la maladie engendre des contraintes, notamment avec la chimiothérapie. Quelles sont les conséquences pour l'enfant, pour leur vie future? Est-ce qu'il y a des risques pour la fertilité? Oui. Donc aujourd'hui, la Ligue, si vous voulez, lutte justement pour que la fertilité soit reconnue, si vous voulez, au niveau de la fertilité pour les jeunes filles comme pour les garçons, car après 15 ans, 17 ans, c'est là que les problèmes vont se poser. Donc, on congèle, si vous voulez, soit des spermatozoïdes, soit des ovocytes au niveau des jeunes filles. Et comme on l'a vu dans le reportage, les parents de Géraud ont appris le cancer de leur enfant lorsqu'il avait 4 ans. C'est un véritable chamboulement dans la vie des parents. La Ligue contre le cancer fédère 103 comités départementaux sur tout le territoire national. Comment, avec votre association, accompagnez-vous les parents dans cette épreuve difficile? Alors, dans cette épreuve difficile, les parents peuvent toujours s'adresser aux comités départementaux pour être soutenus par je dirais à la limite, des rendez-vous avec des psychologues. D'autres, si vous voulez, d'autres possibilités, c'est que la Ligue va pouvoir aider financièrement les parents qui sont dans une grande précarité, par exemple en payant des hébergements, en payant des trajets pour se rendre à l'hôpital. Et puis, il y a des groupes de parole où les parents peuvent venir pour, je dirais, dialoguer avec d'autres parents et au travers avec un psychologue, si vous voulez. Et un enfant malade du cancer ne se soigne pas comme un adulte modèle réduit. Les cancers pédiatriques ont des spécificités dont la recherche doit tenir compte. Quels sont les types de traitements pour les cancers de l'enfant? Alors pour les cancers de l'enfant, il y a les 3 types de traitements, je dirais, que l'on va retrouver, je dirais aussi chez les adultes. C'est la chirurgie, c'est la radiothérapie et puis la chimiothérapie, avec tous les dégâts que ça peut engendrer.
Alors justement, une proposition de loi a été déposée par Nathalie Elimas et Jean-Noël Barrot visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli est actuellement en lecture au Sénat. Cette loi, alors je vous donne quelques points fondamentaux, c'est proposer l'abaissement de l'âge minimal de 18 ans actuellement requis pour les essais cliniques afin de permettre une adéquation entre ces derniers et l'âge du patient. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Quel âge faudrait-il fixer pour ces essais cliniques ? Justement, la Ligue, si vous voulez, lutte un petit peu vis-à-vis de ces essais cliniques de façon à les vulgariser, si vous voulez, au travers d'équipes de recherche. Parce qu'aujourd'hui, on constate, si vous voulez, que les laboratoires sont un petit peu frileux, si vous voulez, pour proposer des molécules innovantes pour justement les jeunes enfants. Donc la Ligue, avec certains chercheurs, et notamment vis-à-vis de CHU, comme celui de Léon Bérard à Lyon, le CHU de Marseille, Gustave Roussy à Paris, l'Institut pour le cancer, etc. Il y a des essais cliniques qui sont faits et actuellement, il y a 270 enfants qui en bénéficient. Il y a également dans cette loi Alors la loi de l'oubli, c'est-à-dire de permettre, c'est de permettre, si vous voulez, à l'enfant, lorsqu'il deviendra majeur, qu'il aura besoin d'emprunter ou de contracter une assurance, que ce cancer au bout de 5 ans soit oublié et lui permettre de ne pas payer des surprimes, si vous voulez, pour une assurance ou pour emprunter. Et pour débloquer des fonds pour la recherche des traitements, quelles sont les actions que vous mettez en place avec la Ligue contre le cancer des Yvelines ? Alors, avec la Ligue contre le cancer des Yvelines, si vous voulez, comme avec la Ligue nationale, si vous voulez, nous avons toujours lutté pour qu'on puisse reconnaître, si vous voulez, les cancers pédiatriques. Et de là, c'est partagé aujourd'hui avec les centres Leclerc, qui vont, pendant la période de la deuxième quinzaine du mois de mars, du 15 au 31, avec les comités départementaux, récolter. Ce sont des bénévoles de la Ligue contre le cancer et notamment de la Ligue contre le cancer des Yvelines qui vont être à l'entrée des caisses, proposer un petit flyer et chaque personne pourra remettre, si vous voulez, une somme de 2 € sur la caisse. Et bien souvent, les centres Leclerc abondent dans ce sens. En cette journée des cancers pédiatriques, c'est l'occasion pour appeler chacun à soutenir la recherche. Vous avez en bas de l'écran, qui s'affiche juste ici, le site de la Ligue contre le cancer où, si vous le souhaitez, les donateurs, vous pouvez faire un don. Merci Jean-Pierre Lehaut d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes l'administrateur de la Ligue contre le cancer. Un des administrateurs, voilà. Contre la Ligue du cancer des Yvelines. Merci. Merci. Et on passe au reste de l'actualité de la semaine. Santé toujours, lundi se déroulait la journée internationale de l'épilepsie. Cette maladie se traduit par une activité électrique anormale du cerveau. L'épilepsie a beau toucher 600 000 Français, elle est encore très mal prise en charge. Témoignage d'un maire et de son fils. L'épilepsie est un mal invisible. Isabelle Méline s'est aperçue que son fils Théo souffrait d'épilepsie à l'âge de 7 ans et demi. La cause, une tumeur cérébrale. C'est alors le cri d'une maman pour toutes les autres mamans. Isabelle Méline devient la correspondante locale des Yvelines de l'association Épilepsie France. Car souvent, les familles se retrouvent isolées face à la maladie. S'ajoute l'éloignement par manque de prise en charge en Île-de-France des épileptiques. Pour notre fils Théo, il a d'abord vécu à l'hôpital, ici, à Bullion, pendant 3 ans. Et après, il n'y avait plus rien pour lui. Donc, on a dû le mettre dans un centre spécialisé pour l'épilepsie en Bretagne. Et suite à la Bretagne, il s'est retrouvé sur Toulouse. Et c'est là qu'il a préparé un bac professionnel en gestion-administration. On pensait que ça aurait pu aller, mais l'épilepsie est vraiment difficile à vivre et c'est pas possible qu'il puisse continuer. On vient de nous le dire. Il faisait que 8 heures par semaine, mais malgré ça, cet allègement, il y a encore des crises qui sont trop présentes, donc il ne peut pas suivre. Il prend trop de retard. On aurait aimé faire différent, mais c'est impossible de faire ça, en tout cas pour l'instant dans les Yvelines.
Deuxième pathologie neurologique en France, les médecins traitent l'épilepsie mais pas les répercussions sur la vie sociale des malades. Ça me fatigue énormément. Avec les crises nocturnes, ça m'empêche énormément d'être vraiment actif. Du coup, je m'endors en cours très vite. Donc les activités, ça se coupe très vite. C'est une espèce de manque social. Le combat n'est pas terminé pour la mère et son fils. Ils se battent pour une meilleure prise en charge de cette maladie au sein de la société, notamment dans les écoles. Les professeurs sont déjà inquiets pour la rentrée prochaine. Ils se sont rassemblés devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Guyancourt. Ce mouvement, organisé par la section départementale SNES-FSU, a rassemblé une cinquantaine de personnes et plusieurs établissements scolaires des Yvelines. Ils contestent la dotation horaire attribuée pour la rentrée qui engendre la suppression de postes, d'options, mais surtout des classes plus surchargées. Les précisions avec ce reportage. Stop mépris, lycée en colère. Voici les messages que proclament les contestataires sur les banderoles déployées devant le DSDEN, la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Aujourd'hui, on est sur une mobilisation dans le cadre de la préparation de rentrée 2019. Donc les moyens pour faire fonctionner les établissements à la rentrée sont arrivés dans les établissements. Et donc les personnes qui sont rassemblées derrière moi et qui se manifestent sont là pour réclamer davantage de moyens pour préparer leur rentrée. Professeurs et parents inquiets de la dotation horaire globale, ce nombre d'heures d'enseignement attribué par établissement qui sert à réaliser la répartition des classes. Cette année, la dotation horaire globale qui a été allouée a été diminuée, ce qui fait qu'une classe va être supprimée. Je pense qu'on n'a pas un même enseignement quand on est 26 élèves dans une classe ou quand on est 31-32. L'enseignant ne peut pas avoir la même attention avec tous les élèves et bon, ça devient des enseignements plus difficiles. Motivés, non résignés, les enseignants déplorent la dégradation des conditions d'enseignement et veulent le faire entendre aux représentants de la DSDEN. Ce qui risque de disparaître ou en tout cas d'être diminué, c'est les dispositifs d'aide qui sont proposés aux élèves en termes de dédoublement, par exemple pour les matières expérimentales, ou des dédoublements avec des groupes de besoins en mathématiques, en français. On pourra certainement en proposer moins que ce qu'on propose aujourd'hui. L'insuffisance des dotations se manifeste également par des suppressions de postes. Pour le département des Yvelines, on estime que c'est environ une trentaine de postes, à peu près 13 en collège et 18 en lycée. 9 établissements ont demandé à être reçus par la direction des services départementaux de l'éducation nationale en fin d'après-midi. Les enseignants envisagent d'autres actions avec le soutien des parents. Les élèves inquiets, eux aussi, en pleine réflexion sur leur avenir professionnel. Des réponses qu'ils ont pu trouver à l'occasion de la Nuit des métiers et de l'orientation. La dernière édition vient de se tenir à Montigny-le-Bretonneux. Un jeune sur deux douterait de ses compétences pour réussir son parcours, si l'on en croit le dernier sondage Opinionway dévoilé la semaine dernière. Un sondage qui révèle aussi que les parents ne sont pas toujours d'un grand secours pour faire les bons choix d'orientation. Il y a 30-40 ans, nos parents et grands-parents choisissaient un métier et faisaient ça généralement quasiment toute leur vie. On sait aujourd'hui qu'une grande partie de ces jeunes exerceront un métier qui est totalement inconnu ce jour. On parle de plus de 50% de métiers qui vont se créer, ça veut dire que d'autres vont mourir. Donc ça veut dire que certains se questionnent sur comment bien se préparer à l'évolution du monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Cette année, la Nuit des métiers de Montigny-le-Bretonneux a donc ouvert ses portes aux étudiants pour évoquer leur parcours à leurs cadets. Cette mère a échangé avec une étudiante en médecine. On a échangé la première année de médecine, donc leur ressenti, savoir au niveau de l'intensité des cours ce que ça représentait. Donc mon fils qui est hésitant aujourd'hui, ça lui permettra d'avoir déjà davantage d'informations sur le sujet. Mais c'est bien la réforme du bac et la disparition des filières traditionnelles qui suscitent le plus d'inquiétude si l'on en croit les parents présents à des changements encore flous. Les grands axes, les options, mais disons qu'on a les tenants, on n'en a pas forcément les aboutissants ou les chemins pour y aller. Donc ça c'est encore l'investigation complète. Dès l'an prochain, les lycéens choisiront des spécialités afin de mieux appréhender l'enseignement supérieur, d'où l'importance de faire les meilleurs choix.
Enfin, le pôle jeunesse a aussi présenté des solutions alternatives aux jeunes en rupture de scolarité, du service civique à la mobilité européenne. Et si vous avez manqué ce rendez-vous, il est possible de venir se renseigner tout au long de l'année. Et les lycéens profiteront peut-être de ce week-end pour formuler leurs vœux sur Parcoursup. C'est jusqu'au 13 mars, 18h, pour saisir les vœux. Nous passons à présent à notre rubrique « Ça s'est passé ». Comme chaque vendredi, retour sur l'actualité à travers nos archives. Et le 13 février se tenait la journée mondiale de la radio, l'occasion de revenir sur la création de la dernière radio libre des Yvelines, Marmite FM, à Trappes en 2002. Bonjour et bienvenue sur Marmite FM 88.4, j'espère que vous passez une bonne journée. Tout de suite on s'écoute le morceau de Booba, Nouvelle École. Dernière née des radios associatives, la Maison de l'Action radiophonique et de la mobilité des idées sur Trappes et ses environs, comprenez la Marmite, s'est installée cet été sur le 88.4. Une nouvelle radio associative qui place la barre très haut en proposant des programmes citoyens, éducatifs, culturels, mais aussi expérimentaux, à l'image des jingles de la station, pour le moins inédits sur la bande FM. Les disciples, est-ce qu'aujourd'hui vous avez écouté Marmite FM? Oui. Est-ce que demain, vous écouterez Marmite FM? Oui. À l'antenne, ce sont les bénévoles qui s'expriment et plus particulièrement les habitants de Trappes. Toutes les émissions sont réalisées par des amateurs, mais pas question pour ces responsables d'en faire une radio de seconde zone. Je voulais une antenne professionnelle parce que c'est pas parce qu'on est associatif qu'on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que moi j'avais envie d'une antenne professionnelle. C'est pour ça qu'on se donne le droit de refaire et de refaire des émissions, de faire un pilote, de refaire une émission jusqu'à temps qu'elle soit professionnelle à mon goût. Des émissions qui recherchent une qualité professionnelle ouverte sur la musique, les communautés ou encore les écoles, qui viennent compléter une grille musicale tout aussi diversifiée. On essaye de toucher un maximum de la population de Trappes, donc on met carrément tous les genres de musique. On a eu des retours, il y a des personnes qui nous disent qu'ils aiment bien justement, puisqu'il y a un mélange de plein de genres de musique et les gens qui n'écoutent pas forcément de la chanson française, ils écoutent quelques morceaux, ils disent « Ah tiens, celui-là il est bien », donc ils commencent à apprécier. Donc on essaye de bien faire ça pour que tous les gens de Trappes apprécient bien cette radio. L'antenne de Marmite FM n'a pas fini de se développer, une émission sur les droits des citoyens est en cours de préparation. Mais pour recevoir chaque jour de nouvelles propositions, il faut avant tout faire connaître la radio. Entrer en contact, c'est presque individuellement, aller leur parler, leur faire comprendre que la radio c'est pour tout le monde, qu'eux aussi peuvent en faire parce que c'est pas évident, ils pensent que c'est pas à leur portée, mais leur expliquer qu'il faut simplement parler de ce dont on a envie de parler, de leur quotidien ou de choses qui les passionnent. Que vous soyez trappiste ou non, et si vous avez des projets d'émission, contactez directement la radio. Pour les grands timides qui préfèrent rester derrière leur poste, Marmite FM émet sur un rayon de près de 30 km les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h à 18h et le mercredi de 13h à 21h. Le week-end, les ondes sont en ébullition à partir de 9h jusqu'à 13h. Allez, bonne journée, écoutez Marmite FM 88.4. Et avant de clôturer le journal, le reste de l'actualité en Île-de-France avec nos confrères de Via Grand Paris. Aujourd'hui, nous partons à Montmagny, dans le Val d'Oise, plus précisément à la ferme, où des personnes sont condamnées à du travail d'intérêt général, des tiges, parmi eux Samir, une remobilisation par le travail, les pieds dans la terre et au contact des animaux. Ces chèvres sont nourris par des personnes effectuant des peines de travaux d'intérêt général. Ces tigistes, comme on les appelle, prennent part à la vie de cette ferme pédagogique située à Montmagny. Une alternative à la prison que souhaite développer Nicole Belloubet, garde des Sceaux, dans le cadre de sa réforme de la justice. Actuellement, nous avons à peu près 18 000 postes de travaux d'intérêt général qui sont disponibles et nous souhaiterions monter à 30 000 postes en quelques années, en 2 ou 3 ans, parce qu'il nous semble qu'il y a là véritablement des atouts puissants pour
pour que les personnes qui sont condamnées à des tiges puissent trouver les voies d'une réadaptation et d'une réinsertion sociale. Cette ferme est gérée par une association, les Fermiers de la Francilienne, principal partenaire de la justice pour le travail d'intérêt général en Île-de-France. Depuis son ouverture en 2015, ils sont plus de 500 issus du Val d'Oise et de Seine-Saint-Denis à être passés par ici. Samir est l'un d'eux. À 44 ans, ce chef d'entreprise a été arrêté à plusieurs reprises au volant d'un véhicule sans avoir de permis de conduire. Il a dû choisir entre purger une peine de prison ou effectuer un travail d'intérêt général. Me mettre dans un cadre et dans un milieu qui n'est pas forcément le mien et qui va pas du tout, qui va rien m'apporter de bon, si ce n'est peut-être me faire basculer d'un côté, du côté obscur, ce que je n'ai pas forcément envie, de créer des contacts, de nouer des liens avec des gens qui sont du banditisme, qui sont des voyous notoires. Je vois pas comment ça peut faire évoluer ma vie et plus m'amener vers des penchants que pour me mettre dans le droit chemin. À l'avenir, ce type de peine pourrait être élargi au secteur privé et aux entreprises de services publics. La garde des Sceaux annonce également la création d'une agence nationale du travail d'intérêt général pour décembre prochain. Elle devra promouvoir ces peines et recenser les offres disponibles. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'information dans le 7-8 journal lundi à 18h. Passez un excellent week-end.